OK, Christian. Donc, on est live. Donc, avec un immense plaisir, encore une fois, on continue la série des lives Facebook durant l'heure du midi pour avoir une idée un peu plus claire de ce qui se passe dans toute cette crise-là. C'est avec, encore une fois, un immense plaisir que je reçois Christian Pomerleau, courtier hypothécaire chez l'agence PMML. Agence PMML, évidemment, plus grosse agence de multilogement, donc 6 logements et plus au Québec, autant au niveau du courtage immobilier que du courtage hypothécaire. Donc, Christian fait partie de l'équipe. Merci, Christian, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, Christian, qui était très attendu. Comme j'ai dit, Christian est courtier hypothécaire, donc il va nous renseigner vraiment sur qu'est-ce qui se passe là, au niveau du courtage immobilier pendant cette crise-là, mesures d'ajustement, on va parler des taux et on va parler de ce qu'on est capable de refinancer en ce moment. Donc, ça va être une super belle entrevue. Donc, Christian, pour commencer, tu peux peut-être commencer avec une petite introduction du marché actuel, qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on va peut-être développer un peu plus en questions. Si jamais les gens, vous avez des questions, allez-y, posez-nous des questions sur le courtage hypothécaire. Donc, on va essayer de se concentrer sur l'invité qu'on a aujourd'hui. Sur le courtage hypothécaire, 6 logements et plus, n'hésitez pas à poser vos questions avec plaisir. Donc, Christian, je te laisse la parole. Une petite introduction sur l'état actuel des lieux, l'état de la nation au niveau de l'immobilier. La nation, alors, ben oui, la nation, elle est présentement un peu sur pause, en tout cas un peu au ralenti. Alors, regardez les bureaux en arrière. Vous avez comme l'habitude de voir des bureaux complètement remplis. Alors, nous autres aussi, on suit les consignes. C'est spécial parce que c'est la première journée que je rentre, moi, au bureau depuis à peu près 3 semaines environ. Fait que j'ai fait, bon, on est plus habitué en tant que courtier immobilier ou hypothécaire, ben, surtout hypothécaire, à faire du télétravail. Mais là, disons qu'on se sent plus forcé à le faire. Mais c'est parfait. Ça fait partie du deal. Fait qu'aujourd'hui, dans nos fameux bureaux libres, qu'est-ce qu'on a? On a Sana et Patrice qui sont là, eux autres. Quelques courtiers, je pense qu'il y a 2 courtiers, mais Sana et Patrice qui sont là, qui travaillent avec acharnement, sans arrêt, parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est rester on the edge maintenant. On a une grosse responsabilité parce qu'on a beaucoup, beaucoup de dossiers chez PMML. Puis, ce n'est pas juste nous autres. Là. Il y a plein de courtiers ou de bureaux de courtage aussi, mais en tout cas, nous, on va parler pour nous autres. Là. On a énormément de dossiers sur la table en vente, en refinancement, en financement, et on veut soutenir tous ces gens-là. Puis, tant qu'à faire ça, bien, on est informatif comme depuis tout le temps. On donne de l'information aux gens, on la donne gratuitement, librement, pour qu'ils soient informés. C'est ça qu'on veut faire. Alors, aujourd'hui, Patrice, depuis hier et toutes les minutes, est sur des appels avec des prêteurs pour voir qui est dans le marché en ce moment, qui est moins là. Et puis, on veut vraiment soutenir. Ben, ce qui se passe, en fait, Jean-Philippe, c'est qu'il y a juste un mois, ça ne fait pas si longtemps, on regardait cette histoire de. C'était même pas appelé une pandémie à ce moment-là, c'était encore une genre d'épidémie. Puis on regardait ça, puis on disait, ben, écoute, c'est ailleurs, ça arrive aux autres, puis maintenant, ben, c'est dans notre cours. Mais là, c'est dans notre cours, puis c'est solide, là. Tu sais, c'est rendu ici. L'affaire, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ça du tout, du tout. On se trouve à avoir, d'un point de vue sociétaire, là, ici au Québec, il ne se passe jamais rien. Tout est calme, tout est facile généralement. Puis là, tout d'un coup, on se fait brasser avec quelque chose de complètement nouveau. On est obligé de rester à la maison, moins de contact. Ce qu'on trouve le plus difficile, nous autres, c'est qu'on est des high-fivers, des huggers, puis on n'est même pas capable de se toucher. Fait que c'est une nouvelle réalité. Ça crée beaucoup d'incertitudes dans le marché, beaucoup d'anxiété, de la peur, puis du stress, veut pas, pour les investisseurs immobiliers, pour les locataires, pour le monde en général. Mais nous autres, c'est ce qu'on veut faire, là, c'est justement enlever là, la cochonnerie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs qui se promènent sur l'Internet, sur le web. Il y a des choses qui sont vraies, qui sont fondées. Il y en a d'autres qui sont juste mal interprétées ou mal avancées. Puis il faut jongler à travers ça. Puis moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est éliminer un peu de stress. Puis faire en sorte que les gens comprennent. Patrice, cette semaine, il a dit quoi? Il a dit, on est dans de la brique, du mortier, c'est ça l'immobilier, c'est du solide.
Il y a toujours eu des cycles dans l'immobilier, constamment. Ça a tout le temps été un monde cyclique avec des cycles plus ou moins longs. Là, en ce moment, on a un cycle qui est, disons, shoté par quelque chose qui est externe, mais il faut vivre avec, puis on va passer à travers. La grande incertitude en ce moment, c'est vraiment combien de temps ça va durer. Absolument. Mais là, ça a un effet là, sur un paquet de choses. Sur les taux, bon. Je vais tout de suite, Christian, je vais te diriger. Avec une question. Oui, parce que en fait, ça commence, puis je pense que toutes les questions sont orientées vers la même chose. Je pense que ça va être important de commencer par ça. Tu disais, Patrice était sur le téléphone. Qui prête en ce moment, qui est actif, qui prête et qui ne prête pas, autant au financement qu'au refinancement? Écoute, c'est sûr qu'en ce moment, là, il y a je ne veux pas non plus commencer à faire du name dropping, donner des noms de qui prête pas, puis tout ça. On est en train de faire ça en ce moment pour savoir, parce qu'il y a des banques en ce moment qui sont plus frileuses, puis là, ils nous disent, bon, on va y aller avec du cas par cas. On va regarder les dossiers. Il y en a qui vont être ouverts un petit peu plus à faire du commercial, puis vont laisser un peu plus le monde du résidentiel. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils vont dire, écoute, on va toucher au résidentiel, on va faire attention au commercial, on va faire attention aux propriétaires occupants, par exemple, dans le commercial. Disons qu'il y a quand même une bonne quantité de banques en ce moment qui prennent du recul. Il y en a qui ont décidé de ralentir ou cesser leur prêt pendant 15, 30 ou 40 jours. Puis nous, on travaille avec ça, on jongle avec ça. On a quand même une grosse liste de prêteurs là, qui sont disponibles. Mais reste que dans le marché en ce moment, on parlait de crise de liquidité. C'est sûr qu'il y a un élément de liquidité qui doit être géré par les banques. On a les locataires qui ont besoin de s'organiser pour payer leur loyer. On a les propriétaires qui payent leurs hypothèques. Puis quand on regarde le marché plus macroéconomique, bien, les banques aussi se doivent de l'argent entre elles, puis au gouvernement, puis entre pays. Fait qu'eux autres aussi doivent gérer ça. Donc, c'est tout un mouvement de liquidité. On n'est pas encore dans une crise totale de liquidité, mais c'est plus, je pense que les banques prennent du recul en ce moment pour dire, regarde, on respire, on a beaucoup de demandes de renseignements, puis beaucoup de demandes de report de paiement en ce moment. On doit étudier ça. Fait que ce n'est pas nécessairement qu'il manque d'argent là dans le marché, c'est surtout que les banques n'ont pas nécessairement les ressources pour tout faire ce travail-là en même temps, c'est-à-dire d'étudier leurs clients actuels, les clients qui sont là, qui sont soit en refinancement. Pour le refinancement, le gouvernement a déjà placé des choses, là, a déjà mis en place des allègements pour les banques. Donc, ils vont pouvoir faire les refinancements. C'est plus au niveau des acquisitions là, on magasine un peu plus. Oui, c'est ça. Bien, ils sont prudents. Effectivement, comme tu disais, ça a été relâché. Il y a certains critères qui ont été relâchés là, au niveau des banques pour libérer de la liquidité. Fait que c'est pas. Il y avait déjà une question qui sortait que les banques manquaient d'argent. C'est une mythe ou un mythe ou une réalité. Je pense que c'est plus une question de prudence en ce moment. Totalement. C'est pas le manque de liquidité, il n'est pas encore là complètement. En fait, le gouvernement a créé beaucoup de. La Banque du Canada, je dirais, elle suit sa politique monétaire. Là. Elle est en train de faire des allègements là, justement pour les banques, puis elle est en train d'aider à rendre liquides des objets ou des titres qui normalement sont beaucoup moins liquides. En faisant ça, bien, les banques peuvent se permettre d'avoir encore de la capacité. Il faut comprendre que la Banque du Canada, elle a tout le temps le même mandat. Là. Son mandat, c'est de faire en sorte de garder son taux cible d'inflation puis de sécuriser aussi le marché de l'emploi. Parce que quand tout ça, c'est instable, bien, l'économie va vraiment mal. Puis en ce moment, bien, ils ont réagi 2 fois dernièrement assez rapidement en abaissant le taux directeur. Fait que ça l'a aidé tout le mouvement monétaire entre les banques. Fait que le taux directeur est rendu à 0,75. On a vu un effet à la baisse pendant quelques jours, puis après ça, on a vu un effet à la hausse. Bien, ça a été justement amené par le marché boursier puis le marché économique qui est nerveux en ce moment. La confiance des clients, la confiance des gens, puis le fait que les clients commencent à demander des reports de paiement. Bien, en faisant cette demande-là, bien, ça crée moins de revenus pour les banques. Fait que là, ils disent, oh, attends une minute, là, on prend un peu de recul. OK. Bien, je vais y aller avec l'autre question. En même temps, Christian, je pense que tu as ton ordinateur sur ta table. Je pense que quand tu tapes sur ta table, ça vibre un petit peu la vidéo. Fait que je vais juste t'aviser pour ça. C'est des vibrations anti-stress. Et que voilà, c'est ça, c'est des vibrations anti-stress. Okay. Je vais essayer de tout toucher à mon bureau. L'autre question de feu que je voulais te dire en même temps aussi, c'était, bon,
allègement de paiement, congé de capital ou congé de paiement total. Conventionnel pourrait peut-être commencer conventionnel ou SCHL comme tu veux, mais dans les deux scénarios, je serais curieux de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. OK. Bon, on va commencer conventionnel parce que ça a commencé avec le conventionnel. En fait, même certaines personnes, des fois, nous appelaient puis disaient « Ah, telle banque fait du report de paiement, puis telle autre banque fait du report de paiement. Est-ce que vous en faites? » Bien, l'idée, ce n'est pas vous en faites. Le point, c'est de savoir est-ce que les fonds ont été assurés ou si on se ramasse avec des financements qui étaient conventionnels. Le conventionnel, ce sont des financements ou des contrats qui peuvent être ouverts, qui peuvent être modifiés, qui peuvent être modulés. Fait que la banque a un loisir, je ne sais pas si c'est vraiment un loisir en ce moment, mais ils ont l'option de pouvoir créer de l'allègement. Donc oui, à ce niveau-là, ça avait déjà été commencé. On sait que certaines banques avaient commencé à aider des clients en étudiant leur dossier. C'est du cas par cas, hein? Il n'y a rien de très global là-dedans. Les banques vont y aller cas par cas, ils vont sûrement y aller parcimonieusement au début. Ils vont étudier le dossier du client, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il manque des loyers, est-ce qu'ils ont beaucoup de personnes qui ont commencé à arrêter de faire leur paiement. On va voir ça le 1er avril, en fait, là, dans pas grand temps. Et puis là, ben, ils ont accepté de faire du report. Le report d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ça commence par 1 mois. Puis il va y avoir différentes possibilités de rembourser. On pourrait couvrir ça après. Là, ce qui se passe, c'est que là, les gens ont amené ça puis ont dit « Ah, mais là, les fonds assurés, comment ça marche? Je veux faire la même chose. » Or, ce n'était pas les banques du tout qui prenaient la décision de ne pas reporter les paiements jusqu'à hier. C'est le fait que dans la SCHL, la SCHL émet ses certificats avec une clause, puis dans ces clauses-là, c'est des clauses de non-paiement. Et aussitôt qu'on est en non-paiement pour 1 mois, on se trouve être en défaut technique pour la SCHL. Ce n'est pas facile à racheter le défaut technique, ce n'est pas évident. Alors, on ne veut pas être en défaut technique avec la SCHL. C'est pour ça que les banques disaient « Hey, ton placement ou ton investissement, il est assuré, donc on ne peut pas aller de l'avant. » Mais hier, il avait déjà commencé la SCHL à vouloir aider les petits propriétaires, petits propriétaires, on ne dira pas petits propriétaires, mais les propriétaires de plex ou de maisons. Donc, dans le résidentiel, en bas de 4 portes et plus, il avait déjà commencé, mais dans le multi, il trouvait que c'était de l'investissement, que les gens avaient, c'était des investisseurs aguerris avec plus de capitaux, fait qu'ils ont pris du ralentissement, mais ils ont bien vu que ça ne marchait pas. Fait que là, maintenant, bien, ils ont fait un changement de cap, puis depuis hier, il y a un message qui est envoyé aux prêteurs comme quoi ils peuvent aller jusqu'à 6 mois de report. Je peux parler du programme là, dans quelques secondes, mais 6 mois de report, c'est jusqu'à, et ça aussi, ça va être étudié cas par cas, ça va être le prêteur qui va décider s'il accepte, qu'il approuve ce report-là. Puis s'il l'approuve, puis que ça rentre dans les critères, ils n'ont même pas besoin de demander à la SCHL, dans la mesure que ça répond aux critères. Ils n'ont pas besoin d'aller voir la SCHL. La SCHL, c'est automatique, ils l'acceptent. Si ça sort des critères, là, à ce moment-là, c'est des demandes qui doivent être faites directement à la SCHL. Ouais. OK. Et les conditions, vas-y donc, tu voulais ouvrir là-dessus? Oui, OK. Parfait. Au niveau des conditions, je vais littéralement aller l'ouvrir, le document. Premièrement, bien évidemment, là, on parle de 5 logements et plus. Donc, on parle de multilogements qui sont déjà assurés SCHL. Ils doivent, numéro 1, être des prêts qui sont déjà déboursés. Et non seulement déjà déboursés, mais dont les paiements ont déjà été commencés. Fait que on ne parle pas des nouveaux prêts là, qui sont en ligne en ce moment parce que théoriquement, les nouveaux prêts qui sont dans le pipeline en ce moment devraient être étudiés par le prêteur avec ses possibilités de réduction de revenus. Là. Okay. Mais donc, si on a déboursé et dont les paiements ont déjà commencé, les prêteurs doivent approuver ce report-là avant le 30 juin 2020. Donc, ça doit être fait et approuvé avant le 30 juin, puis là, il y a une possibilité de report. Les paiements sont reportés, puis les paiements reportés plus le solde qui est impayé va même pouvoir dépasser le solde initial qui avait été autorisé. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose de big parce que des fois, les gens pensaient qu'il allait être bloqué ou capé. En fait, il n'y a pas de cap sur, en termes de montant. C'est que ce que la banque va autoriser, si ça rentre dans les critères de la SCHL, ça va être accepté. Puis si ça dépasse le prix initial, ça va être correct.
ce qui va arriver, c'est les mécanismes de remboursement qui vont être mis en place, qui vont venir régler ça. Il y a quelques exclusions, mais ne touchent pas beaucoup nos investisseurs. Mais il y en a une qui peut toucher, c'est tous les prêts qui sont en retard au 1er mars 2020, en retard de paiement pour plus de, je pense, c'est 40 jours, ne pourront pas être éligibles au programme parce qu'ils étaient déjà en retard, eux autres. Fait que ce n'est pas un problème pandémique, là. Absolument. OK. Fait qu'il ne fallait pas être en retard. Et tu parlais de congé de paiement total, donc pas de congé d'intérêt ou capitaux. C'est congé total de paiement. OK. Le point est très, très bon. On parle d'un potentiel, écoute bien ce que je dis là, c'est un potentiel de reporter le capital et l'intérêt. Okay. Donc, capital-intérêt, mais si quelqu'un dans son paiement avait de l'assurance ou les taxes, ça va être dû. Donc, les gens vont devoir continuer à payer leurs taxes mensuellement ou leur assurance vie ou whatever mensuellement, si c'était prêt à même la prime. Là, on parle vraiment du report du capital-intérêt. Mais il faut s'entendre. Ça, c'est ce que la SCHL permet de faire, repousser capital-intérêt. Mais la banque, là, au bout de la ligne, c'est elle qui étudie son client, puis c'est elle qui va étudier le mécanisme qu'elle va utiliser avec son client. J'ai appris ce matin qu'il y a une banque qui allait répondre à cette norme-là, mais eux autres, ils faisaient que le reportage. Donc, ils vont reporter le capital seulement, mais pas le capital. Fait que c'est la banque qui va décider. Mais ils peuvent aller jusqu'à capital-intérêt pendant 6 mois. OK. Intéressant. Puis, comment qu'on fait pour démarcher, pour faire ces congés de paiement-là? On contacte notre courtier hypothécaire, notre banque, si on a fait affaire avec la banque? Les deux réponses sont bonnes. En fait, si on a travaillé avec un courtier hypothécaire, ce que j'encourage grandement d'ailleurs, là. Oui, je suis d'accord. Et tu es d'accord, merci. Si on utilise un courtier hypothécaire, bien, vous appelez votre courtier hypothécaire, il va vous aider dans la démarche, mais il faut savoir aussi que même nous, là, on travaille à temps plein en ce moment à découvrir ces choses-là parce qu'on veut vraiment être à l'affût de toutes les petites informations puis tous les petits points qu'on peut faire pour aider nos clients. Fait que la meilleure façon de faire, c'est de contacter son courtier hypothécaire préféré, puis celui avec qui on a fait affaire. Puis après ça, ceux qui n'ont pas de courtier hypothécaire, bien, vous allez dealer directement avec votre directeur de compte à la banque, là. Super intéressant, Christian. Vraiment, quand on avait l'entrevue avec Patrice, qui était lundi midi, qui, oh mon Dieu, il s'est passé 2 jours depuis, ce qui, 2 jours, c'est à peu près 2 ans. Donc, on parlait avec Patrice d'une idée de report de capital, de comment qu'on va être perçu par la banque. Donc, Patrice avait une idée de dire, bon, ben, on manage bien la situation, on y va. Ton opinion personnelle là-dessus? Bien, j'ai écouté, moi, l'entrevue de Patrice aussi, puis je pense que, moi, ce que j'ai bien compris de ça, Patrice a pris quand même beaucoup de temps pour parler de mindset. Puis moi, je suis tout le temps là-dessus par rapport au mindset. Je trouve que c'est tellement important dans toute sa généralité de ce qui se passe dans cette pandémie-là, avec nos familles, avec notre business, puis tout ça. Donc, ce que je veux dire là-dessus au niveau du mindset, c'est que c'est quoi la question, non? Je viens de partir. Je parlais de mindset, mais... Oh, oui, c'est bon. C'était comment on était perçu à propos du report. Ah oui, exact. C'est pour ça que je parlais de mindset. Je suis parti là-dessus. C'est comment on était perçu. Je suis d'accord. Moi, je pense en ce moment, plus on se présente solide avec notre banquier ou avec notre courtier, puis plus on reste solide, bien mieux c'est, là, je pense, pour l'avenir aussi. Puis les gens, la banque va savoir dans les prochains financements, puis dans les prochains 6 mois, quand la vague va être passée, que hey, on n'a même pas eu besoin de prendre aucun outil spécial de la banque. En même temps, si les outils sont disponibles, sont présents, puis qui sont bien utilisés, puis ils sont nécessaires. Tu sais, moi, je pense qu'un propriétaire qui n'a pas la nécessité de le faire ne devrait pas le faire. Devrait faire ses paiements puis se supporter le plus possible par lui-même ou par elle-même. Mais s'ils ont besoin de le faire, je ne pense pas que dans 5-6 mois, quand va venir le temps de renouveler, qu'une banque va nous le prendre ou va nous tenir rigueur de tout ça, là. Je pense que ça va faire partie d'un plan qui est utilisé. Puis si la personne rembourse
ses paiements facilement, montre sa nouvelle stabilité qu'il a recréée puis qu'il a juste profité d'un parapluie qui était là, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. La clé là-dedans, là, en plus du mindset, c'est d'avoir une bonne communication avec son courtier hypothécaire qui, lui, va transmettre les bonnes informations et bien monter un dossier pour le prêteur ou d'avoir une bonne communication directement avec le directeur de succursale ou le prêteur parce que c'est dans cette communication-là qu'on voit, y a-t-il une synergie? Est-ce que tout le monde coopère? S'il y a coopération, moi, je pense que le futur va juste briller. Fait que je suis d'accord avec Patrice, puis je pense que bien fait, pour n'importe qui, même s'il utilise le report, va pouvoir être bien perçu pareil aussi. Oui, effectivement. Donc, si on résume, dans le fond, c'est de l'utiliser si on a besoin. L'outil est disponible. Ouais. Et peut-être rappeler aussi, revenir sur ce que tu disais, là, on avait eu une discussion aussi en pré-entrevue, les banques vont être très occupées à gérer ces reports de capitaux-là. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de staff disponible pour parler de financement et de refinancement en ce moment. Donc, c'est un petit exact. peu... Ils sont en télétravail aussi, les banques, puis il faut comprendre aussi, je parlais avec une institution financière qui me disait, tu sais, Christian, c'est bien beau le télétravail, mais en même temps, tous les systèmes doivent être sécurisés. Puis les banques qui ne sont pas organisées, bien, pas toutes, en tout cas, elle, c'est quand même une grosse banque, elle dit on n'est pas organisé pour avoir des liens sécurisés partout. Fait que le système est tout le temps en train de planter. Fait qu'eux autres, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est des horaires où est-ce que tel analyste de crédit pouvait travailler de telle heure à telle heure sur le système, puis l'autre de telle heure à telle heure. Fait que c'est une réalité, là, tu sais. Fait que tout est comme nouveau pour tout le monde. Fait que nous, on jongle là-dedans, mais ce qu'on veut faire dans le bureau ici, puis pourquoi on travaille si fort, c'est pour être à l'avant-garde de tout ce qui est en train de se passer. Jean-Philippe, ça change d'heure en heure, là. On ne parle pas de... Tu sais, entre l'entrevue que tu as fait avec Patrice puis aujourd'hui, c'est deux mondes, là. Deux mondes différents. Puis vendredi, ça se peut que ce soit d'autres choses. Oui, c'est ça. Donc, tenez-nous pas rigueur. Là. Les gens disent là, c'est enregistré, écoutez, ça change d'heure en heure. Puis même, on est tout le temps avant le point de presse du premier ministre. Que ça change tout le temps un petit peu aussi. Absolument. Après. Absolument. Ça brasse définitivement. Je pense qu'un bon conseil qu'on pourrait donner aux gens, je pense que tu vas être probablement d'accord avec ça. Patrice disait aussi de documenter tous les non-paiements. C'est-à-dire de dire, bon, mais telle personne travaille en restauration, voici l'entente de paiement qu'on a eue avec telle personne. Donc, tu sais, ça peut être intéressant. Là, à 100 000 $, ça, je suis d'accord. En tant que courtier hypothécaire, dans le multilogement, là, ce qui arrive aussi, c'est que les prêteurs et la SCHL deviennent de plus en plus pointilleux. Tu sais, pour les prêteurs qui vont continuer à faire les prêts et le refinancement, ils doivent gérer un nouveau risque. Puis les prêteurs, généralement, dans leur livre, ils disent, bon, on veut tant de prêts qualité A, tant de prêts qu'on peut se permettre qualité B, qualité C, mais à un moment donné, si on est tous rendus avec du C, ça débalance les livres. Fait qu'ils vont être plus pointilleux. Fait que oui, moi, ce que je ferais à partir de ce moment-ci, c'est documenter absolument tout ce qui se passe, pourquoi un client ne paye pas, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis tout ça. Se documenter nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on aimerait avoir, puis comment ça pourrait aider de faire soit les reports de paiement ou de recréer une nouvelle structure ou de refinancer. Je pense qu'on va être pas mal plus à cheval, la SCHL, sur, par exemple, avoir 3 ans de revenus et dépenses passés pour venir comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi que les gens préparent des dossiers avec la liste des rénovations majeures. Aujourd'hui, même la SCHL fait de moins en moins ou très, très peu, ou pas de visite du tout. Fait comment ils font pour qualifier l'immeuble? Bien, un des trucs, c'est envoyer des photos. Fait que nous autres, comme courtiers hypothécaires, maintenant, on commence à bâtir des librairies de photos extérieures, intérieures, les zones critiques que la SCHL aime regarder, parce que les garages, les lockers, les chambres électriques, où est-ce qu'il y a les tanks à eau chaude, bien, documenter l'historique de l'immeuble, puis de l'emprunteur. Fait que plus tu es documenté, plus c'est solide, plus la SCHL va regarder ça, va être rapide, puis le prêteur aussi, évidemment. Tu sais. C'est parfait. En fait, ça répond à une question qu'on a reçue. C'était comment on fait avec la SCHL en ce moment, les financements, refinancements, quand il n'y a pas de visite des lieux. En fait, tu viens de répondre à la question. Ouais. C'est vraiment intéressant de l'envoyer par photo. C'est super. Je regarde ma liste de questions. On avait une question, les taux d'intérêt en ce moment, puis on pourrait peut-être dériver vers les taux de qualification si tu veux bien.
Ouais. Quelqu'un qui demandait les taux 5 ans conventionnels et CHL, ça ressemble à quoi, Christian? Écoute, c'est une question à 1000 $. C'est dur à répondre à ça parce que une chance que tu viens de dire que demain, les choses vont changer, là, parce que c'est les taux, la plupart du temps, tu sais, quand nous, on reçoit les taux dans le multirésidentiel assurés sont basés sur le CMB, qui sont les obligations hypothécaires du Canada. Généralement, on reçoit 3-4 banques là, qui nous envoient les taux hypothécaires du Canada. Du Canada nous envoie ça à des heures différentes. Et la plupart du temps, dans une journée, là, ça change d'un point ou pas du tout. Tu sais, si on reçoit que le CMB il est à 1,32, bien, il est à 1,33 pour l'autre, puis 1,31 ou 1,30, c'est la même chose. Aujourd'hui, d'heure en heure, on a des 6, 8, 12 points de différence. Là. Fait que, tu sais, j'ai soumis un dossier hier avec un certain montant au niveau du taux, puis aujourd'hui, on est 10 points plus élevé. Demain, on va peut-être être 15 points plus bas. Fait que ça ressemble à quoi? Mettons qu'on parle de financement d'1 million et plus, là. On est encore dans des taux très bas. On est encore dans des taux qui vont jouer mettons, entre 2 et 2,30, 2,40. Évidemment, pour les institutions financières qui peuvent avancer, là. Le taux de qualification, évidemment, il est un petit peu plus élevé. Le gros avantage qu'on a comme courtier hypothécaire, souvent, c'est qu'en utilisant des banques spécialisées ou certaines banques, et étant correspondant ICHL, on fait nous-mêmes notre taux de qualification. Ça nous permet d'aller chercher des valeurs économiques solides, là, puis des pas mal plus gros prêts. Mais là, maintenant, comme les taux de qualification ont monté un peu, beaucoup plus dans le conventionnel puis dans le commercial, ils ont monté un peu plus, là, je dirais, là, entre 0,45 que j'ai vu jusqu'à presque 1 % supplémentaire qui vont additionner dans le taux de qualification. Ça fait quand même un gros changement. Commercial? Commercial. Ouais, commercial, okay. Ouais. Dans le conventionnel, là, on est encore, je dirais, entre 3,25 et 3,75 pour du multilogement. Puis ça dépend encore une fois de la grosseur de l'immeuble, du montant qui est hypothéqué. Là. Mais on va se tenir souvent entre 0,5 et 0,75 plus élevé dans le conventionnel que dans l'assuré SCHL. OK, bon, on est un petit peu plus. Fait que là, entre 2 et 2,4, dépendant évidemment de la banque qu'on utilise. Puis... La banque, puis aussi la grosseur du financement. Mais il faut comprendre, avant, on parlait de financement de 2 millions et plus, 3 millions, puis on disait toutes les institutions financières courent après nous autres, fait qu'on a un edge là-dessus. Aujourd'hui, les institutions financières avec 2 millions et plus sont beaucoup plus pointilleuses, là, parce qu'il y a une gestion de risque supplémentaire à faire aujourd'hui. Absolument. C'est ça. C'est pour ça que nous autres, on cherche les institutions financières qui vont être ouvertes en ce moment là, à mettre quoi dans leur portefeuille. Fait qu'on n'arrête pas de faire des appels pour savoir qu'est-ce que tu veux dans ton portefeuille puis qu'est-ce que tu vas nous donner pour. Fait qu'on veut être alerte à chaque fois que les dossiers vont rentrer ici parce qu'on veut vraiment être capable de servir nos clients encore efficacement puis rapidement malgré tout ça. Là. Fait qu'imagine quand ça va repartir. Là, ça va finir cette affaire-là. Là, c'est sûr. Dans le fond, ça revient à une question aussi qui revient. Est-ce que c'est envisageable de considérer un refinancement en ce moment? Est-ce qu'on devrait attendre ou est-ce qu'on essaye? On essaye. Moi, je pense que la clé là, en ce moment, c'est d'envoyer les dossiers. Là. Nous autres, on ne veut pas arrêter. Le pire qui va arriver, on va avoir un dossier prêt, puis on va juste attendre de le dégainer au moment où il va être dégainable. Là. Mais on a des institutions financières en ce moment qui sont prêtes à travailler avec nous autres. On veut juste aller s'asseoir avec elles pour dire ça va être quoi tes termes, comment est-ce que tu vas pouvoir aider nos clients, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer avec toi. Fait qu'il y en a. Fait que oui, c'est envisageable de faire les refinancements. Moi, je pense que pour les investisseurs en ce moment, il y a de l'opportunité. Hein, dans toutes les crises, il y a toujours de l'opportunité. Tu l'as dit toi-même, là, en fait, c'est là où il y en a le plus. C'est là qu'il y en a le plus, c'est ça. Fait que, oui, ceux qui sont un peu plus liquides. Tu sais, l'autre jour, on parlait d'investisseurs expérimentés versus des moins expérimentés. Je pense que dans ces... Tu sais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, ce n'est pas une question qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas bons, là, puis qu'il y a des investisseurs qui sont bons là, parce qu'ils sont, tu sais, je pense qu'on disait amateurs puis professionnels. Moi, je pense que c'est juste une question de le mindset, c'est
les investisseurs qui sont très expérimentés, souvent en ce moment, sont un peu plus liquides. Ils ont vu ça d'avance, puis ils sont capables de se permettre de se regrouper plus rapidement et être très, très, très efficaces. Ils ont de l'expérience dans le marché, ils connaissent leurs chiffres, ils connaissent, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un peu plus professionnel, mais je ne pense pas qu'il faut que personne se sente dénigré là, quand on parle d'amateurs, c'est juste moins expérimenté veut dire qu'on connaît un peu moins son secteur et puis qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour analyser. C'est correct aussi, mais moi, je pense qu'en ce moment, il faut refinancer ces immeubles. Si on est capable de les refinancer, passer par des courtiers comme nous autres, on va monter vos dossiers, on va les préparer, on va savoir où les envoyer. Puis si on a besoin d'attendre un peu, bien, au moins, on va être prêt. Parce que, tu sais, Jean-Philippe, une des choses où est-ce qu'on attend le plus quand on veut faire un refinancement ou un financement, c'est les documents du client. On perd souvent 1, 2, 3 semaines. Ça, c'est des fois, c'est même minimum avant de pouvoir monter un dossier parce qu'on attend les documents du client. Fait qu'aujourd'hui, l'opportunité, tout le monde est à la maison, là, on a le temps de fouiller dans nos papiers, c'est de sortir les papiers, de le préparer. Envoie ça à ton courtier commercial en financement préféré. Là, il va tout te préparer ça, puis on va être prêt à dégainer au bon moment. Là. Très bonne idée, en fait. Faire du ménage, de scanner tout ça, de mettre ça tout électronique avec un bon scanner aussi, ça serait Ouais, très bonne idée. On a le temps de le faire. Réorganisons nos dossiers, scannons nos rapports d'impôts, préparons-nous. C'est ça. La SCHL, excuse-moi. Non, ben, vas-y, tu voulais finir. Moi, j'allais juste dire, la SCHL ont un beau sommaire de portefeuille qu'ils ont créé, là, que tous les prêteurs adorent avoir. Puis souvent, quand on demande aux propriétaires, aux investisseurs, est-ce que tu possèdes des immeubles? Ils en possèdent 2, 3, 6, 8, mais ce n'est pas mis sur un chiffrier. Appelez-nous, envoyez-nous des courriels. On va vous envoyer le chiffrier qui s'appelle sommaire de portefeuille de la SCHL. Là, que vous soyez en conventionnel ou en SCHL, il est adoré par tous les prêteurs. Puis c'est bon, là, en ce moment, de sortir ces chiffres, de le créer, puis on le maintient tout le temps à jour. Fait comme ça, quand après, tu as un financement, un refinancement à faire, là, tu pèses sur un piton, puis ton courtier, il reçoit tout de suite ton historique de bâtiment. Tu sais, c'est super. Et effectivement, c'est ce que je fais. En passant, ce chiffrier-là, il est long à remplir. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à mettre et de le tenir à jour. Fait que ça serait vraiment en temps de quarantaine, là, lâcher Netflix 2 secondes, là, aller sur le fichier d'analyse pour le remplir. Effectivement, on a fait une version simplifiée, Jean-Philippe, nous autres, pour nos clients. Moi, j'ai pas eu la chance. 4 ou 5 chiffres. J'ai pas eu cette chance. On veut tellement aider nos clients. Là. J'ai pas eu cette chance-là. Donc, une fois que c'est super difficile à répondre à cette question-là, Christian, mais c'est sûr qu'elle va revenir sur les lèvres. Une fois que tu as tous les dossiers en main, on parle de quoi comme délai en ce moment? Bien, la bonne nouvelle, c'est que la SCHL en ce moment sont extraordinaires. Fait autant on saignait des larmes de sang il y a 3 mois, aujourd'hui, la SCHL est d'une rapidité incroyable. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Le délai maintenant est causé sur 2 éléments. Premièrement, c'est les banques qui doivent se réorganiser, fait qu'il va falloir se donner un peu de temps parce que leurs agences de crédit sont souvent overloadées. Puis la deuxième affaire, c'est qu'il y a tout le reste du système de l'immobilier qui est un peu au ralenti, par exemple les inspecteurs, les évaluateurs et nos fameux notaires qui aujourd'hui ne sont pas encore sûrs sur quel pied danser. Plusieurs bureaux ne fonctionnent plus du tout. En fait, je pense que la majorité des bureaux ne fonctionnent plus. Fait qu'on est plus à la merci de ça. Fait que, si ce n'était pas de ça, je dirais qu'un dossier en ce moment s'est accéléré. On parlait de 3 mois avant les fêtes. Aujourd'hui, je dirais entre quelques semaines et, mettons, 6 semaines, un dossier aurait pu être très fonctionnel. Mais là, aujourd'hui, on a des impondérables qui sont très durs à jauger. Fait que moi, je pense que les courtiers immobiliers out there là, qui ont besoin de mettre des dates, mettez au moins des 60 jours. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une réalité où est-ce que le vendeur et l'acheteur savent que ça pourrait demander des prolongements de délai. Puis pour les refinancements, il faut comprendre que le délai, c'est le délai. Là. Moi, je dirais 6 semaines à 8 semaines. Là. En fait, il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que ça vaut la peine de faire des évaluations pour des refinancements? En fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'évaluateur. C'est ça. La réponse, c'est oui, mais trouve un évaluateur maintenant.
Ouais, c'est ça. C'est moins évident. C'est ça. Puis en fait, même, je ne sais pas, je sais pas si le premier ministre avait prévu des amendes pour les gens qui travaillaient non essentiels, mais ouais, disons que ça risque d'être difficile à trouver un évaluateur. En fait, sous toute réserve, là, on va suivre les instructions du gouvernement là-dessus. Ouais. C'est pas évident le télétravail pour l'évaluateur. L'évaluateur agréé, à moins de faire une visite en FaceTime, là, c'est effectivement, c'est pas facile en télétravail. Il y avait des bonnes questions qui sortaient. Le rapport de capital, Christian, est-ce que tu es au courant s'il y a des intérêts qui vont continuer à courir sur les paiements qui ont été reportés? Oui, de la façon que je l'ai compris, effectivement, il va y avoir de l'intérêt. Fait que on reporte un capital et on reporte un intérêt. Là, tous les prêteurs peuvent être un peu différents. Mais mettons qu'on parle des grandes lignes, là, il semblerait que, mettons, au bout du report, quand la période de report est terminée, le propriétaire pourrait tout simplement prendre le ballon qui a été créé. S'il a fait de capital-intérêt, bien, le ballon créé plus les intérêts du ballon et repayer tout ça. Il pourrait choisir de se refinancer autrement pour repayer son ballon. Il pourrait aussi, j'ai entendu que certaines institutions financières vont laisser, par exemple, une période de 12 mois pour aller repayer tout ça, ou bien à l'intérieur du terme. Puis certaines autres, surtout en conventionnel, ce qu'ils peuvent aussi faire, c'est juste repousser des mois à la fin du terme. Ça veut dire que si on avait un terme de 48 mois puis qu'on l'a repoussé de 6 mois, bien, on va maintenant, à la fin du terme, on va avoir un nouveau 6 mois pour compléter les paiements. Fait que ça, c'est une autre possibilité. Donc, soit que c'est repoussé, ce qui se passe, on n'a pas parlé de ça, je ne sais pas si tu as le goût d'en parler, la titrisation. Bon, vas-y, peut-être pas trop en détail pour ne pas perdre tout le monde, mais vas-y peut-être en 30 secondes. Ben, non, c'est ça. Je ne vais pas donner un cours sur la titrisation, mais mettons rapidement, la titrisation, c'est qu'il y a des prêteurs qui vont créer un lot d'hypothèques. Et une fois que le lot est rempli, on appelle ça des pools. Une fois que le lot est rempli, ils vont fermer ça. Il est soit rempli par la quantité qui ont, mettons que c'est un lot de 100 millions, il est soit rempli parce que tout est rempli ou il arrive à son deadline, il ferme, il redonne à la SCHL, puis la SCHL le met en titre négociable auprès du marché, puis les gens vont investir pour avoir un revenu garanti. Avec les CMB. C'est ça, avec les CMB, puis ils revendent ça. Fait que là, ça, c'est très facile, là, très, très simplifié. Le deal, c'est que plusieurs prêteurs et plusieurs investisseurs ont des hypothèques qui sont titrisées, avec raison d'ailleurs, parce qu'ils ont eu des hypothèques avec des super de conditions puis des taux incroyables, là, qui sont souvent 30, 40, des fois même jusqu'à 50 points de base plus bas qu'un taux plus standard. Fait que la titrisation a été très attirante, mais aujourd'hui, la titrisation, c'est des pools qui sont fermés. Or, la SCHL permet même de pouvoir reporter des paiements sur la titrisation. Puis ce qui va se faire, c'est que ceux qui ont des fonds titrisés avec même les banques à charte, il y en a qui vont titriser leurs fonds, puis des banques spécialisées, ils vont pouvoir reporter, mais là, c'est la banque et la SCHL vont être responsables de faire les paiements. Fait que probablement que ces institutions financières-là vont demander à ce que les reports de paiement soient payés un peu plus rapidement ou dans des délais raisonnables, mais certainement à l'intérieur du pool ou à l'intérieur du terme de son pool. Fait que si notre terme était par exemple, de 60 mois, bien, celui-là, on ne pourra pas étendre à 66 mois le terme comme on peut le faire dans le conventionnel. Fait que ce serait peut-être la seule petite nuance avec les fonds titrisés, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va pouvoir faire des reports même pour ça aussi, pour ceux qui en ont besoin. C'est intéressant que tu touches à la titrisation aussi parce que ça va déboulonner un mythe un peu où est-ce que les gens dans le 6 logements et plus croient que les taux d'intérêt sont reliés au taux de la Banque du Canada, ce qui n'est pas nécessairement le cas, qui est relié directement en fait au CMB du marché. Donc, c'est le prix ou c'est le taux d'intérêt plutôt que les gens sont prêts à acheter ce pool d'hypothèques-là. Exact. Donc, puis d'ailleurs, il y a du mouvement dans le CMB en ce moment, dans les obligations hypothécaires du Canada, mais quand même, la Banque du Canada est très, très, très vigilante à ça parce qu'ils savent que c'est le marché des propriétaires canadiens qui est touché directement par ce taux-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le protéger au niveau de la liquidité? C'est qu'ils ont créé un programme d'achat
et un programme de rachat aussi qui facilite le mouvement des obligations pour les maintenir très liquides. Tout comme l'ensemble des obligations du gouvernement du Canada, ils veulent s'assurer que ça reste liquide dans le marché pour que les banques puissent continuer à faire leur mouvement. Fait que ça fait en sorte que ça va aider les banques à pouvoir faire les renouvellements sans problème. Parfait. Ouais. Juste revenir sur les fichiers simplifiés de la SCHL, ça semble avoir allumé beaucoup de gens. Là. Il y a beaucoup de gens qui savent où est-ce que c'est disponible. En fait, ces fichiers simplifiés-là, c'est à travers le courtier hypothécaire. C'est à travers le courtier hypothécaire. Puis ce qu'on fera, c'est qu'on pourra l'envoyer. Je vais demander à Patrice là, comment est-ce qu'on peut le mettre pour qu'il soit ouvert à plusieurs personnes. Parfait, excellent. Ouais. On va essayer de faire ça. Sinon, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on laisse ton adresse courriel dans les commentaires? Sans problème, j'adore ça. Ça va te mettre occupé. Christian Pomerleau à commercial-pmml.ca. Christian.pomerleau@commercial-pmml.ca. Donc, on va pouvoir le racheter dans les commentaires. Il y avait une bonne question, en fait, il y a plusieurs personnes qui se posent. Si jamais je refais un refinancement, est-ce que j'ai besoin de passer chez le notaire? Si on fait un refinancement, oui, parce qu'il faut tout le temps. Là, ce qui arrive aussi, c'est que si on refinance puis on va maximiser, bien là, on vient de changer la donne qui était inscrite dans le contrat hypothécaire. Donc, exact. Oui, il faut rechanger l'acte de prêt. Si on a vraiment énormément payé son prêt et puis qu'on va aller rechercher la liquidité qui est disponible, là, qui ne dépense pas ce qui avait déjà été enregistré, bien là, c'est une discussion à avoir avec son institution financière. Normalement, c'est des choses qui sont dans le monde des possibilités. Là, assez Ah oui, d'enregistrer un prêt plus haut que ce qui est enregistré sur le registre au niveau du contrat hypothécaire? Bien, c'est quand le contrat hypothécaire est enregistré, il est souvent enregistré un peu plus élevé. Puis si les gens, quand ils arrivent pour refinancer, ils en avaient déjà payé, bien, ils vont pouvoir remonter au montant qui était rendu. Exact. Si on avait été financé à 1 million puis on doit 300 000, ben, je ne vois pas grand problème pour aller refinancer et aller chercher un bout. Je pense que c'est une bonne discussion à avoir avec son institution financière. Mais si le building vaut maintenant, l'immeuble, désolé, vaut maintenant 1,5 million, ben, d'aller chercher du refinancement supplémentaire, on doit changer l'acte et enregistrer un nouvel acte. Donc, oui, un notaire est requis. Bon, donc, pour les gens qui se posent la question, si je peux bonifier ce que tu disais, Christian, allez voir sur le registre foncier avec votre numéro de cadastre. Regardez à combien votre hypothèque est enregistrée. Normalement, comme tu disais, Christian, de jouer à l'intérieur de ce montant-là ne devrait pas requérir un notaire, devrait être accepté par les banques à ce niveau-là. Donc, oui, on pourrait décaisser des fonds sans avoir besoin. Je vais insister quand même sur pourrait. Ça pourrait être libre. Il faut vraiment avoir la discussion avec son banquier, mais la possibilité est là. Ouais. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que là, avec des taux très faibles comme on a actuellement, peut-être juste expliquer les concepts de valeur économique là, versus, on parle beaucoup du ratio de couverture. On a parlé du ratio de couverture de dette, qui est là, qui n'est plus tellement la limite actuelle du marché avec les taux qui sont très bas. C'est plus les TGA de financement. Donc, pourrais-tu un peu éclaircir nos auditeurs avec ça? Oui. En fait, quand on calcule la valeur économique d'un point de vue financier pour le financement, si on se met dans l'œil du prêteur, là, mettons, moi, je suis dans l'œil du prêteur comme courtier, pour les immeubles de 5-6 logements, on ne se casse pas trop la tête parce qu'on a toujours besoin d'un rapport d'évaluation. Fait qu'on se fie au rapport d'évaluation puis aux spécialistes, les évaluateurs agréés qui nous amènent des bons comparables, des bons taux, des bons calculs de revenus, puis on se fie à ça. Quand on tombe dans le 7 logements jusqu'à 12 logements, là, on va prendre la MRB, le multiplicateur de revenus bruts, puis c'est avec ça qu'on va commencer à analyser quelle est la valeur potentielle d'un immeuble. Quand on tombe dans le 12 et plus, là, c'est le TGA, c'est le taux global d'actualisation ou le taux de cap. Mais même malgré ça, quand on calculait les MRB puis qu'on calculait le TGA, ce qui arrive souvent, c'est que malgré tout ça, ça nous donnait tant de prêts potentiels. Puis là, tout d'un coup, on regardait le fameux ratio de couverture de dette qui se trouve être un peu l'équivalent des ratios d'endettement qu'on a dans le privé. Là. Ben, l'immeuble, est-ce qu'il peut supporter ce paiement-là? Puis là, ben, on était limité par le ratio de couverture de dette, qui généralement est 1,3. Pour les plus petits immeubles, c'est plus petit. 5-6 logements, ça peut être 1,1, mais mettons qu'on généralise, on dit 1,3. Ça veut donc dire que si notre paiement hypothécaire est pour être 100 000 à la fin de l'année, ben, on a besoin de 130 000 de revenus nets
pour supporter, là, pour se qualifier. Mais là, les taux ont tellement baissé. C'est ça, là, en fait, ta question, c'est les taux ont baissé. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Fait que comme les taux ont baissé, puis ils n'arrêtent pas de baisser, puis deviennent très bas, bien, là, ça permet des paiements hypothécaires beaucoup plus élevés pour maintenir le fameux 1,3. Un paiement hypothécaire plus élevé nous permet donc un financement plus élevé. Ça, je suis en train de faire une gymnastique inverse, là. Oui. Donc, un financement plus élevé qui, elle, fait en sorte que donc la valeur économique est plus élevée. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une valeur économique de financement. Mais là, ça sort des… après, on calcule le MRB de financement, on calcule le TGA de financement, puis ça ne marche plus parce qu'on est rendu à des montants tellement bas que là, la banque a dit attends une minute, mon ami, oui, c'est excitant que les taux baissent. C'est vrai que ça rentre dans notre ratio d'1,3, mais là, on n'est plus dedans du tout avec le taux de capitalisation. On ne prendra pas un taux de capitalisation à 3,9, par exemple. Là. On va te ramener ça à 4,5 ou même la CHL, jusqu'à il y a peut-être 6-7 mois, c'était très rare qu'ils calculaient en bas de 5 Puis là, ben, on était limité soit par le ratio de couverture de dette ou par leur taux qui capait à 5 même si nous, on voyait que le marché était à 4,6, 4,5. Il fallait négocier fort avec eux autres pour qu'ils bougent ça. Aujourd'hui, c'est les prêteurs qui regardent ça et qui disent attends une minute, là, le taux de capitalisation il est beaucoup trop bas, on va le rajuster. Puis là, ben, on se ramasse avec un ratio de couverture de dette qui est plus élevé, qu'on sent qu'on a du lousse, mais on n'a pas le lousse parce qu'on veut rester, la banque veut rester assez conservatrice aussi, là, surtout dans ce temps-ci. Des paddings à gauche, des paddings à droite, c'est sûr. Mais intéressant, je vais lancer une petite pub en même temps pour le club. Si jamais c'est du chinois pour vous là, au niveau du taux de global d'actualisation, taux de cap, on offre des formations pour ça, là, surtout transformer en deal des multilogements trop chers. Là, on parle beaucoup de ces TGA-là, puis évidemment dans le coaching du club aussi. Taux de qualification, on a relancé une question. Taux de qualification, j'imagine le ratio de couverture de dette est calculé sur le taux de qualification, Christian? J'imagine? Oui, exactement. En fait, le taux de qualification, c'est le taux qu'on va utiliser justement pour trouver nos limites. On l'appelle le test, là. Fait que aussitôt qu'on a la limite, on se dit, bon, on ne peut pas sortir de ça, mais on fait quand même je dirais, un taux de qualification ou je te dirais le taux réel avec un buffer là, pour le mouvement qui se passe de façon quotidienne. Là. On utilise des buffers. Ces temps-ci, on va utiliser des buffers de 20 à 25 points. Il y a quelques mois, écoute, 5 à 10 points, puis des fois même pas de buffer. Excusez le buffer, mais les points tampons qu'on rajoute à un taux pour se protéger des mouvements, jusqu'à temps qu'on puisse fixer. Fait que ce tampon-là, des fois, on le mettait très minimum là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gros mouvements dans le marché. Mais là, aujourd'hui, les mouvements sont quotidiens, fait qu'on va se donner un peu plus de lousse. Fait qu'on fait un calcul avec ce genre de taux de qualification-là, avec son tampon. Puis après ça, on prend le taux de qualification que la banque nous dit d'utiliser, puis là, on va négocier entre ça. Christian, je pense que c'est la fin des questions pour ça. Je voulais juste donner un petit truc aussi qu'on avait échangé parce qu'on parle beaucoup du 1er avril, les paiements. Là, on est un petit peu hors du contexte du courtage hypothécaire. Mais juste pour rassurer les gens, j'échange beaucoup avec les propriétaires. Oui, il va y avoir des situations particulières où est-ce que les gens ne paieront pas, mais je vous dirais, après avoir jasé, en fait, c'est souvent les locataires qui sont déjà problématiques, qui sont déjà, je pense qu'on a eu une discussion aussi pré-entrevue à propos de ça. Puis tu pourras rajouter ton point après, mais c'est surtout les gens qui vont vouloir profiter du système qui vont utiliser cette excuse-là pour ne pas payer le loyer. On le sait déjà. En fait, mon gestionnaire sait déjà, les problématiques ont déjà commencé à appeler pour ne pas payer. Donc, je pense que la masse va quand même payer là, pour rassurer tout le monde au niveau du paiement. Là, je pense que tu avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Christian? On en avait parlé un petit peu. Oui. Moi, je pense que mon point de vue là-dessus, c'est que de la même façon que j'ai dit au début que c'est bon de bien communiquer avec son courtier et son banquier pour vraiment être sur la même longueur d'onde puis partager là, où est-ce qu'on en est puis être dans la vérité. Là. De la même façon, je pense que les propriétaires devraient avoir des bonnes discussions avec leurs locataires. Les locataires, c'est des êtres humains.
J'ai dit en entrée de jeu au début qu'on vit en ce moment quelque chose qu'on n'a jamais vécu, une forme d'anxiété. Les gens ne savent plus qu'est-ce qui se passe nécessairement avec leur emploi. On vit dans une des villes fantômes. En ce moment, on se promène, il n'y a plus rien d'ouvert. Fait qu'il y a comme, même si on ne se sent pas stressé, il y a quand même une anxiété, un petit quelque chose qui est derrière là, qui est un peu sociétaire. Ça génère du stress. Fait que je pense que de parler à ses locataires puis d'essayer de les comprendre va certainement aider. Moi, s'il est là, mon gros point aussi, tu viens de toucher le clou, là, c'est que ce que je trouve dommage, à chaque fois que des programmes sont mis en place ou de l'allègement est mis en place, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, puis qu'eux autres, on est vraiment content qu'ils puissent se prévaloir de sauter un paiement de loyer ou des choses comme ça, mais c'est les profiteurs qui vont faire payer le système. C'est ceux qui n'en ont pas de besoin, mais qui vont en profiter. Ceux qui pourraient s'étirer un peu, mais qui vont prendre la voie facile. Moi, écoute, je dirais que je ne veux pas être moralisateur, mais je ferais un appel aux gens pour dire, regarde, si tu es dans le besoin, on le comprend, puis on t'encourage. Mais si tu ne l'es pas, puis tu es capable d'étirer la sauce un peu, ben, fais-le, parce que c'est de penser à son prochain. C'est de... Tu sais, je pense que personne n'a besoin de 175 rouleaux de papier de toilette dans sa salle de bain. Tu sais. Je veux dire, ça va passer un peu cette histoire-là, puis on trouvera d'autres solutions après, là. Mais en ce moment, c'est la même chose. Il faut penser un peu au prochain. Puis c'est la même chose pour les investisseurs immobiliers et les propriétaires. Il y a des propriétaires qui vont pouvoir et devoir se prévaloir du report d'impôt. Faites-le parce que c'est un outil qui est mis à votre disposition puis vous en avez besoin. Mais pour les autres, là, faites-le pas pour le plaisir parce que ça existe, parce que ça scrape le système. Tu sais, à quelque part, c'est une question en ce moment, il faut se tenir les coudes. On fait de la distanciation, on se parle moins, on ne se fait pas de hug. En même temps, il faut laisser un peu de nourriture sur la table pour les autres parce qu'on veut continuer à vivre en société dans 3, puis 4, 5 mois quand tout ça va être fini, là. Fait que c'est un peu mon message. Je pense que c'est important qu'on communique tout le monde ensemble, qu'on continue à se respecter, là. Absolument. Puis tu le disais, en temps de crise, toujours des belles opportunités. On l'a dit hier dans la conférence anglaise avec Nick Slobodinuk. C'est un conseil que j'ai reçu de Thierry Samlal, qui est courtier chez vous aussi, puis que j'ai adoré, en fait. Si un locataire n'est pas capable de payer, de faire une entente de paiement, mais sur le bail. Donc, par exemple, un locataire qui dit, bon, ben, on donne 1 mois gratuit, 2 mois gratuits, mais en échange d'une augmentation, par exemple, de 50 $ sur le bail pour un loyer qui était peut-être trop bas pour le marché. Donc, ça vous permet augmenter votre valeur économique dans une entente de paiement avec le locataire, puis tout le monde sort gagnant de cette situation-là. Ouais. Ça, je trouvais c'est ça qui est super... plaisant de situations comme ça, c'est que les gens deviennent créatifs. Puis quand ils sont créatifs comme ça, qui permet de bâtir, puis qui permet d'avancer, bien, c'est super. Puis ceux qui sont créatifs au détriment des autres, bien, c'est ça qu'on veut éliminer, là. Voilà. Christian, un mot de la fin? Ben, effectivement, j'ai beaucoup faim. Fait que, ben, écoute, non, moi, je dirais, c'est très, très, très simple. Les gens sont en télétravail. Pour nous autres, en tout cas, on est en télétravail. Je pense qu'on est l'extension d'un service essentiel. Ils disent que les banques sont un service essentiel pour aller chercher et sortir son argent à la banque, puis aller sécuriser ses choses. Ça fait partie de la protection. Puis nous autres, comme on est dans le refinancement, bien, on est littéralement un collatéral de ça. Fait qu'on continue à travailler pour vous autres. On le fait de façon très protégée et en suivant les consignes. Puis de votre côté, bien, faites la même chose. Puis continuez à envoyer vos dossiers. On va, à la limite, on va les préparer, puis on va continuer à travailler très, très fort pour faire les refinancements, puis aussi faire les acquisitions. Parfait. Merci, Christian, pour ça. Et de notre côté du club, juste pour vous dire, on continue les Facebook Live. Donc, demain, on reçoit un autre courtier hypothécaire du côté anglais, Real Estate Investors Club, Emmanuel Ekoubi, qui va peut-être couvrir un peu plus le 4 et moins. De son côté, vendredi, on reçoit également le fondateur du club, Jacques Lépine, qui en a vu d'autres, qui fait de l'immobilier depuis 1983, donc il a vu d'autres crises. Donc, hyper intéressant vendredi midi. Ensuite, on reçoit Hans Brouillette de la Corpic lundi prochain, le 30 mars, si je ne me trompe pas. Et donc, on va tout parler de cette situation-là avec le premier. Ça va être hyper intéressant. Ensuite, François Gagnon, c'est 31 mars lundi? Je n'ai pas le calendrier devant moi, mais bref, lundi prochain. Et ensuite, on reçoit également François Gagnon. Donc, on continue notre série de live comme ça pour vous tenir au courant parce que, comme on a dit, ça change beaucoup.
Donc, merci énormément, Christian, de ta connaissance et de ton partage d'informations sur le marché. Je pense que ça va être vraiment apprécié de tout le monde. On a tourné autour de 350 personnes, 400 personnes tout au long du live. Je suis vraiment content. Good. Ouais. Je te laisse aller manger sur ça. Parfait. Merci encore, Christian. C'est bon. Salut tout le monde. Bye bye.